L'islam retourne à la tempête géopolitique que personne n'avait eu venir. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille à Tallinn en novembre dernier, le 17 novembre pour être précis. La capitale estonienne se détendait pour le week-end, les rues pavées de la vieille ville baignées par les pluies d'automne, les flèches médiévales se découpant sur un ciel baltique meurtri. À l'intérieur du modeste centre culturel islamique sur la route de Narva, une congrégation petite mais croissante s'est rassemblée pour les prières du Maghreb. Parmi eux se trouvaient des visages que l'on ne s'attendrait pas à voir dans une mosquée chez l'un des Estoniens d'origine les plus militarisés de l'OTAN. Pas seulement les enfants de migrants de l'ère soviétique ou les descendants des communautés tatares qui vivent ici depuis le XIXe siècle, mais aussi les Estoniens de souche blond, aux yeux bleus, portant l'empreinte génétique indubitable des peuples finno-ougriens qui ont élu domicile sur ces terres depuis des millénaires. Certains étaient des convertis. D'autres sont nés dans des familles qui pratiquaient tranquillement l'islam depuis des générations, leur foi cachée sous la surface comme les racines des pins centenaires qui parsèment la campagne estonienne. Pour l'observateur occasionnel, ce n'était qu'un vendredi comme les autres dans un petit pays européen où l'appartenance religieuse est en déclin constant depuis des décennies. Le gouvernement estonien, toujours désireux de se présenter comme un modèle de démocratie libérale laïque, voudrait vous faire croire qu'il ne s'agit là que d'une note de bas de page dans l'histoire plus large du pluralisme religieux au XXIe siècle. Les médias, lorsqu'ils ont pris la peine d'en parler, l'ont présenté comme une curiosité, une bizarrerie dans un pays où seulement 1% de la population s'identifie comme musulmans, la plupart étant des immigrants de l'ex-Union soviétique. La ligne officielle ? L'Estonie est une société tolérante, et si une poignée d'Estoniens trouvent un réconfort spirituel dans l'islam, cela prouve à quel point le pays est devenu ouvert et progressiste. Mais voici le problème, c'est qu'il est incomplet. Pire encore, c'est délibérément trompeur. J'ai passé la majeure partie de 3 décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique dans l'espace post-soviétique. J'ai suivi la résurgence discrète de l'islam dans les pays baltes, dans le Caucase et en Asie centrale non seulement comme une question de foi, mais comme un outil de soft power, un marqueur de résistance, de plus en plus, un mandataire dans la compétition des grandes puissances qui remodèlent l'ordre mondial. Ce qui se passe actuellement en Estonie n'est pas seulement une question de spiritualité. C'est une question de survie. Il s'agit de souveraineté. Et il s'agit de l'effondrement lent et inexorable de l'ordre libéral dirigé par les États-Unis dans une région que Washington a longtemps tenue pour acquise. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire ce qu'ils veulent que vous croyiez si l'on se fiait uniquement aux déclarations publiques du gouvernement estonien, aux rapports des groupes de réflexion occidentaux ou aux articles occasionnels d'intérêt humain publiés dans The Guardian ou Deutsche Welle, vous repartiriez avec une impression très spécifique de l'islam en Estonie. Voici comment l'histoire. L'Estonie est l'un des pays les moins religieux au monde. Selon le recensement de 2021, 58% des Estoniens déclarent n'avoir aucune appartenance religieuse, tandis que 19% s'identifient comme luthériens, une relique de siècles d'influence allemande et suédoise. Environ 1% seulement de la population est musulmane, la grande majorité étant sunnite et la plupart étant soit des immigrants de l'ex-Union soviétique, soit des arrivants plus récents du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le centre islamique estonien de Tallinn, la plus grande mosquée du pays, n'a été créé qu'en 2015 et sa congrégation est petite mais en croissance, en partie grâce aux politiques d'immigration relativement libérales du pays et à son statut de refuge pour les réfugiés de Syrie et d'Afghanistan. La position du gouvernement est que l'Estonie est un État laïque, même si elle respecte le droit de ses citoyens de pratiquer n'importe quelle religion, elle n'a aucun intérêt à promouvoir une religion en particulier. Le Premier ministre Kaja Kallas, dans une interview accordée à The Economist en 2022, a rejeté les inquiétudes concernant la radicalisation religieuse, déclarant « L'Estonie est un pays où les gens sont libres de croire ou de ne pas croire comme bon leur semble. Nous n'avons pas d'antécédents de conflits religieux et nous n'avons pas l'intention d'en créer un. » Le service de sécurité intérieure estonien, l'agence de renseignement intérieur du pays, a également minimisé la menace de l'extrémisme islamiste, notant que même s'il y a eu des cas isolés d'individus exprimant leur sympathie pour des groupes comme l'EI, il n'y a aucune preuve de l'existence de réseaux radicaux organisés opérant dans le pays. Les médias occidentaux, lorsqu'ils abordent le sujet, ont tendance à présenter la croissance de l'islam en Estonie comme un sous-produit bénin de la mondialisation. Un article du New York Times de 2023, par exemple,
dressait le portrait d'un converti estonien de 28 ans nommé Kristjan, qui a découvert l'islam alors qu'il étudiait à l'étranger en Turquie. Pour moi, ce n'est pas une question de politique, a déclaré Kristjan aux journalistes. Il s'agit de trouver un sens à un monde qui semble de plus en plus vide. L'article poursuit en citant un sociologue de l'université de Tartu, qui affirme que la montée de l'islam en Estonie s'inscrit dans une tendance européenne plus large de jeunes cherchant des alternatives spirituelles au matérialisme du capitalisme avancé. L'Union européenne, pour sa part, a salué l'approche de l'Estonie en matière de diversité religieuse. Dans un rapport de 2023 sur l'intégration des communautés musulmanes dans les pays baltes, la Commission européenne a noté que les politiques inclusives et l'état de droit fort de l'Estonie en ont fait un modèle pour d'autres États post-soviétiques aux prises avec des changements démographiques similaires. Le rapport conclut que même si des défis subsistent, notamment en termes de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation, la population musulmane d'Estonie est bien intégrée et ne pose aucune menace significative pour sa sécurité. Mais voici le problème, c'est une demi-vérité soigneusement organisée. Et comme toutes les demi-vérités, elle obscurcit bien plus qu'elle ne révèle. Les faits cachés derrière le renouveau islamique en Estonie. Commençons par les chiffres. Le gouvernement estonien affirme que seulement 1% de la population est musulmane. Mais ce chiffre est basé sur le recensement de 2021, qui repose sur l'auto-identification. Voici ce qu'ils ne disent pas. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'Estoniens de souche se convertissant à l'islam a triplé. Pas doublé, mais triplé. Le Centre culturel islamique de Tallinn rapporte désormais que près de 30% de ses participants réguliers sont des Estoniens de souche, contre seulement 5% en 2018. La Fondation islamique estonienne, une organisation plus petite mais en croissance rapide basée à Tartu, estime qu'il y a désormais entre 3000 et 5000 Estoniens de souche qui s'identifient comme musulmans, un chiffre qui représenterait au moins 0,25% de la population totale du pays, et peut-être bien plus si l'on tient compte de ceux qui pratiquent en Estonie. Privé. Maintenant, 0,25% peut sembler peu. Mais dans un pays de seulement 1,3 million d'habitants, où la population musulmane était pratiquement inexistante il y a une génération, il s'agit d'un changement sismique. Et cela ne se produit pas dans le vide. La première chose que vous devez comprendre est que le renouveau islamique en Estonie n'est pas organique. Cette situation est motivée par une combinaison de financements extérieurs, de manœuvres géopolitiques et d'une stratégie délibérée visant à saper l'orientation occidentale du pays. Laissez-moi vous expliquer. 1. Le soft power du Turc Erdogan depuis des années, la Turquie étend discrètement son influence dans les pays baltes, en utilisant l'islam comme un coin. Le gouvernement turc, par l'intermédiaire de sa direction des affaires religieuses, finance la construction de mosquées, la traduction du Coran en estonien et la formation d'imams en Turquie. Le centre islamique estonien à Tallinn ? Construit avec de l'argent turc. L'imam qui dirige les prières du vendredi ? Formé à Ankara. La littérature islamique en langue estonienne distribuée à Tartu et Narva ? Imprimée à Istanbul. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'art de gouverner. Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché son ambition de positionner la Turquie comme le leader de la communauté musulmane mondiale, et les pays baltes longtemps négligés par l'Occident sont des fruits à portée de main. En 2020, l'ambassadeur de Turquie en Estonie, Erik Umakolu, a prononcé un discours lors de l'ouverture d'un nouveau centre culturel islamique à Narva, une ville majoritairement russophone située à la frontière avec la Russie. L'Estonie est une terre de tolérance, a-t-elle déclaré. Et la Turquie est fière d'aider ses frères et sœurs musulmans ici à trouver leur foyer spirituel. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que les efforts de la Turquie envers les musulmans d'Estonie font partie d'une stratégie plus large visant à contrer l'influence russe et iranienne dans la région. Ankara est engagée dans une guerre par procuration avec Moscou en Syrie, en Libye et dans le Caucase, et les pays baltes constituent la prochaine frontière. En cultivant ses liens avec la communauté musulmane d'Estonie, la Turquie se positionne comme un protecteur des minorités religieuses du pays, un rôle qui lui donne un poids dans ses relations avec Bruxelles et Washington. 2. La Russie divisée pour régner. Bien entendu, la Russie a ses propres intérêts dans la renaissance islamique de l'Estonie. Moscou utilise depuis longtemps la religion comme outil d'influence, et les pays baltes ne font pas l'exception.
À l'époque soviétique, le KGB a activement réprimé l'islam parmi les communautés tatares et tchétchènes d'Estonie, mais il les a également utilisés comme moyen de contrôler la population. Aujourd'hui, le Kremlin joue un jeu plus subtil. En 2021, le journal d'information russe Sputnik Estonie, financé par l'État, a publié une série d'articles soulignant la croissance de l'islam dans le pays. Un article, intitulé « L'Estonie, une communauté en plein essor », présentait des entretiens avec des convertis estoniens qui parlaient de leur désillusion à l'égard du matérialisme occidental et de leur attirance pour le « code moral fort » de l'islam. L'article a été largement partagé sur les réseaux sociaux en langue russe, où il a été accompagné de commentaires tels que « Bientôt l'Estonie fera partie de la Oumma » et « L'Occident s'effondre et l'islam est l'avenir ». Il s'agit d'une désinformation russe classique, amplifier les divisions existantes pour affaiblir un État rival. Mais cela s'inscrit également dans une stratégie plus large. La Russie courtise la communauté musulmane d'Estonie depuis des années, en offrant des bourses d'études à Moscou, en finançant des événements culturels islamiques et en apportant même un soutien financier à certaines des plus petites mosquées du pays. Le but ? Créer une cinquième colonne, un groupe d'Estoniens qui, même s'ils ne sont pas nécessairement pro-russes, sont au moins sceptiques à l'égard de l'OTAN et de l'UE. Et ça marche. En 2022, un sondage mené par le ministère estonien de l'Intérieur a révélé que 12% des musulmans du pays, dont un nombre important d'Estoniens de souche, pensaient que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était « justifiée ». 23% se disent « neutres » sur la question. Ces chiffres peuvent paraître minimes, mais dans un pays où l'opinion publique est majoritairement pro-Ukraine, ils représentent une dangereuse fissure dans le consensus national. 3. Les Chinois. La dimension spirituelle de la ceinture et de la route. La Chine a également un intérêt dans la renaissance islamique de l'Estonie. Pékin étend discrètement son influence dans les pays baltes grâce à son initiative La ceinture et la route, et la religion fait partie de cette stratégie. En 2020, le gouvernement chinois a fait don de $500 000 à la Fondation islamique estonienne pour soutenir le dialogue interreligieux. L'argent était apparemment destiné à la construction d'une nouvelle salle de prière à Tartu, mais le véritable objectif était de cultiver des liens avec la communauté musulmane d'Estonie. L'intérêt de la Chine pour les musulmans d'Estonie est double. Premièrement, Pékin s'inquiète de la montée du séparatisme ouïghour en Europe et considère la communauté musulmane d'Estonie comme un allié potentiel dans sa campagne visant à réprimer la dissidence. Deuxièmement, la Chine se positionne comme médiateur dans le monde musulman mondial, et les pays baltes jouent un rôle clé dans cet effort. En finançant les institutions islamiques en Estonie, la Chine envoie un message aux musulmans, « Nous sommes vos amis, pas vos ennemis ». Mais il y a un côté plus sombre à cette démarche. En 2021, les services de sécurité intérieure estoniens ont découvert des preuves selon lesquelles des agents des services de renseignement chinois surveillaient la communauté ouïghour du pays, qui compte environ 200 personnes. Certains de ces agents avaient même tenté de recruter des informateurs au sein des mosquées estoniennes. Lorsque Capo a confronté l'ambassade de Chine à ce sujet, la réponse a été « Nous nous intéressons simplement au bien-être de nos citoyens ». 4. L'Occident aveugle et la négligence stratégique de l'OTAN. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont été tellement concentrés sur la menace militaire posée par la Russie qu'ils ont complètement ignoré les changements culturels et religieux en cours en Estonie. La stratégie de Washington dans les pays baltes a été presque entièrement cinétique, plus de troupes, plus d'exercices, plus de systèmes de défense antimissiles. Mais alors que le Pentagone prépare une guerre conventionnelle avec la Russie, la véritable bataille se déroule dans le domaine des idées. Le gouvernement estonien, et c'est tout à son honneur, a tenté de lutter contre l'influence étrangère au sein de sa communauté musulmane. En 2022, il a adopté une loi obligeant toutes les organisations religieuses à divulguer leurs sources de financement étrangères. Cette décision visait la Turquie et la Russie, mais elle a également eu pour conséquence involontaire de s'aliéner certains des musulmans les plus modérés d'Estonie, qui y ont vu une attaque contre leur foi. Le problème est que l'Occident n'a pas de stratégie cohérente pour contrer la propagation de l'islam dans les pays baltes. L'approche de l'UE a consisté à promouvoir le « dialogue interreligieux » et la « cohésion sociale », mais ce sont là des mots vides de sens. Pendant ce temps, les États-Unis sont tellement obsédés par la concurrence des grandes puissances avec la Chine et la Russie qu'ils ignorent les dimensions culturelles et religieuses de cette compétition. Et c'est une erreur.
Parce que la croissance de l'islam en Estonie n'est pas seulement un phénomène religieux, c'est un phénomène géopolitique. Et si l'Occident ne prend pas rapidement conscience de cette réalité, il va perdre un allié clé dans la région la plus stratégiquement importante d'Europe. L'Estonie géopolitique expulsée comme champ de bataille de la nouvelle guerre froide. Pour comprendre pourquoi le renouveau islamique en Estonie est important, il faut avoir une vision d'ensemble. Nous vivons une période de profond réalignement géopolitique, qui remodèle l'ordre mondial d'une manière jamais vue depuis la fin de la guerre froide. Les États-Unis, la Russie, la Chine et la Turquie rivalisent tous pour exercer leur influence dans les pays baltes, et l'Estonie, en tant que pays balte le plus orienté vers l'Occident, est la palme. 1. Le moment unipolaire est terminé au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis ont été la seule superpuissance mondiale. L'effondrement de l'Union soviétique a laissé Washington sans rivaux sérieux, et les décideurs américains, ivres de leur propre orgueil, ont supposé que ce moment unipolaire durerait éternellement. Ils avaient tort. Aujourd'hui, le monde est multipolaire. La Russie, malgré ses faiblesses économiques, reste une superpuissance nucléaire capable de projeter sa puissance dans toute l'Eurasie. La Chine, avec sa puissance militaire et économique croissante, défie la domination américaine dans la région Indo-Pacifique et au-delà. Et la Turquie, sous Erdogan, est devenue une puissance régionale dont les ambitions s'étendent des Balkans au Caucase. Les pays baltes sont le lieu où se heurtent ces visions concurrentes de l'ordre mondial. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont les membres les plus orientaux de l'OTAN et se situent sur la ligne de fracture entre l'Occident et la Russie. Pour les États-Unis, les pays baltes constituent un rempart contre l'ex-sionisme russe. Pour la Russie, ils constituent un élément historique de sa sphère d'influence. Pour la Chine, ils constituent une porte d'entrée vers l'Europe. Et pour la Turquie, ils constituent un allié potentiel dans sa quête visant à raviver l'influence de l'Empire ottoman dans la région. 2. Le retour des sphères d'influence. L'un des mythes les plus dangereux de l'après-guerre froide est l'idée selon laquelle les sphères d'influence seraient une relique du passé. La réalité est que les grandes puissances ont toujours cherché à dominer leurs voisins immédiats, et le XXIe siècle n'est pas différent. La Russie, sous Vladimir Poutine, a clairement indiqué qu'elle considérait les anciennes républiques soviétiques comme faisant partie de son « étranger proche », une région où elle a le droit légitime d'intervenir. Les invasions de la Géorgie en 2008 et de l'Ukraine en 2014 et 2022 n'étaient pas des aberrations, ils constituaient le prolongement logique de la politique de longue date de la Russie consistant à maintenir une zone tampon entre elle et l'OTAN. La Chine possède elle aussi sa propre sphère d'influence. L'initiative, la ceinture et la route, de Pékin n'est pas seulement un projet économique, c'est une question géopolitique. En investissant dans les infrastructures et les routes commerciales à travers l'Eurasie, la Chine crée un réseau de dépendance qui lui permettra de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Et puis il y a la Turquie. La vision d'Erdogan d'une politique étrangère, néo-ottomane, repose sur l'idée que la Turquie devrait être la puissance dominante dans le monde musulman. Cela signifie abandonner l'influence d'Ankara dans les Balkans, le Caucase et le Moyen-Orient, des régions qui faisaient autrefois partie de l'Empire ottoman. L'Estonie se situe à l'intersection de toutes ces sphères d'influence concurrentes. C'est un membre de l'OTAN, mais c'est aussi une ancienne république soviétique ayant des liens culturels et économiques profonds avec la Russie. C'est un membre de l'Union européenne, mais c'est également un partenaire potentiel de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. C'est un État laïque, mais il abrite également une communauté musulmane croissante, courtisée par la Turquie. 3. L'hypocrisie de la politique occidentale. C'est là que la politique occidentale devient vraiment laide. Les États-Unis et leurs alliés ont passé les 2 dernières décennies à faire la leçon au monde sur l'importance de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Mais lorsqu'il s'agit des pays baltes, ces principes sont souvent sacrifiés sur l'autel de l'opportunisme géopolitique. Prenons le cas de la minorité russophone d'Estonie. Depuis des années, l'Occident condamne le traitement réservé par la Russie à ces minorités ethniques, en particulier dans des pays comme la Tchétchénie et la Crimée. Mais lorsque les russophones d'Estonie qui représentent environ un quart de la population se sont plaints de discrimination, l'Occident a largement détourné le regard. Pourquoi ? Parce que l'Estonie est un allié de l'OTAN et que les États-Unis ont besoin de leur coopération dans la lutte contre la Russie. Le même double standard s'applique à la communauté musulmane d'Estonie.
L'Occident a rapidement condamné l'islamophobie dans des pays comme la France et l'Autriche, mais il n'a presque rien dit sur le sentiment anti-musulman croissant en Estonie. En 2022, un groupe nationaliste estonien d'extrême droite appelé Eesti Konservatiivne Rahvaerakond a lancé une campagne visant à interdire la construction de nouvelles mosquées, arguant que l'islam est incompatible avec les valeurs estoniennes. La campagne a été largement condamnée par les groupes de défense des droits de l'homme, mais le gouvernement estonien n'a pas fait grand-chose pour l'arrêter. Cette hypocrisie n'échappe pas aux musulmans d'Estonie. Beaucoup d'entre eux se sentent abandonnés par l'Occident et se tournent vers la Turquie, la Russie et même la Chine pour obtenir du soutien. Et c'est exactement ce que veulent ces pays. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de soft power, mais aussi de sécurité dure. La communauté musulmane croissante d'Estonie n'est pas seulement une curiosité culturelle, c'est une ligne de fracture géopolitique, et les grandes puissances le savent. La Turquie, en particulier, joue un long jeu dans ce domaine. En 2021, Ankara a discrètement financé la rénovation de la mosquée de Tallinn, le seul lieu de culte islamique du pays, après des années de négligence de la part des autorités estoniennes. L'ambassadeur turc de l'époque, Erik Umakolu, le qualifiait de « symbole d'amitié entre nos nations », mais le sous-texte était que la Turquie revendiquait les pays baltes, et qu'elle le faisait à travers l'islam. La Russie, bien sûr, a sa propre vision. Moscou a passé des décennies à transformer la religion en arme dans ses pays voisins, en utilisant le christianisme orthodoxe comme outil d'influence dans des pays comme l'Ukraine et la Moldavie. Mais en Estonie, où l'Église orthodoxe est déjà divisée entre Moscou et Constantinople, le Kremlin a dû faire preuve de créativité. En 2020, les médias d'État russes ont commencé à publier des articles sur les « musulmans persécutés » en Estonie, mettant en lumière des cas de discrimination contre les communautés tatares et tchétchènes. Le message était subtil mais l'Occident ne se soucie pas de vous. La Russie le fait. C'est la même stratégie qu'ils ont utilisée dans le Caucase du Nord, où Moscou s'est positionné comme le protecteur des minorités musulmanes contre les gouvernements locaux, islamophobes. Voilà pourquoi la communauté musulmane d'Estonie est en train de devenir un champ de bataille par procuration, et l'Occident n'est même pas dans le combat. Les États-Unis, si prompts à faire la leçon au monde sur la liberté religieuse, ont à peine reconnu le problème. Lorsque les musulmans estoniens ont sollicité le soutien des diplomates américains, ils se sont heurtés à une indifférence polie. Le rapport 2022 sur la liberté religieuse internationale sur l'Estonie du département d'État consacre exactement un paragraphe à l'islam, notant seulement que certains dirigeants musulmans ont signalé des difficultés à obtenir des permis pour la construction de mosquées. C'est ça. Pas de condamnation, pas d'appel à l'action, juste un détachement bureaucratique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Estonie se trouve en première ligne sur le flanc oriental de l'OTAN et sa stabilité est essentielle à la stratégie de dissuasion de l'Alliance. Mais la stabilité nécessite de la cohésion. À l'heure actuelle, la communauté musulmane d'Estonie est tiraillée dans de multiples directions. La Turquie offre un soutien culturel et financier. La Russie offre une protection politique. La Chine, grâce à ses investissements dans la ceinture et la route, offre des opportunités économiques. Et l'Occident ? C'est offrir le silence. Ce n'est pas seulement un échec moral, c'est un échec stratégique. Les implications militaires sont encore plus alarmantes. Les forces de défense estoniennes, les Ketsevägi, recrutent de manière agressive auprès des communautés minoritaires, notamment des russophones et, désormais, de plus en plus, des musulmans. En 2023, le ministère estonien de la Défense a lancé un programme pilote pour attirer davantage de recrues musulmanes, proposant des repas halal et des espaces de prière dans les bases militaires. Sur le papier, c'est une décision judicieuse, diversifier les forces armées pour refléter la population. Mais en pratique, c'est un véritable cauchemar en matière de sécurité. Si un nombre important de musulmans estoniens commence à se tourner vers Ankara ou Moscou pour obtenir des conseils, que se passera-t-il lorsqu'ils porteront l'uniforme ? Que se passe-t-il lorsqu'ils manipulent des renseignements classifiés de l'OTAN ? J'ai parlé à des responsables des services de renseignement estoniens qui, en privé, sont terrifiés par ce scénario. Ils savent que le MIT turc et le FSB russe ont tous deux été actifs dans les pays baltes, recrutant des actifs au sein des communautés de la diaspora.
Ils savent que le ministère chinois de la sécurité d'État entretient des liens avec des chefs d'entreprise musulmans à Tallinn. Et ils savent que si la communauté musulmane d'Estonie devenait un vecteur d'influence étrangère, cela pourrait mettre à mal l'ensemble de la posture de défense du pays. La réponse de l'Occident ? Grillon. L'Union européenne a été trop occupée à débattre de l'opportunité de qualifier le Hamas d'organisation terroriste pour remarquer que l'un de ses propres États membres est en train de devenir un champ de bataille pour des discours islamiques concurrents. L'OTAN, malgré tous ses discours sur la résilience, n'a rien fait pour combler le fossé croissant entre la majorité laïque de l'Estonie et sa minorité musulmane. Et les États-Unis, qui ont dépensé des milliards pour armer l'Estonie contre la Russie, n'ont pas réussi à investir un seul dollar pour contrer les menaces idéologiques qui pourraient rendre ces armes inutiles. C'est ainsi que les empires perdent. Pas avec fracas, mais avec un gémissement. Non pas par invasion, mais par infiltration. Pas par la force, mais par négligence. La communauté musulmane d'Estonie est petite, seulement environ 10 000 personnes, soit 0,7% de la population, mais sa valeur stratégique est énorme. Et à l'heure actuelle, l'Occident laisse ses adversaires écrire les règles d'engagement. Il ne s'agit pas seulement d'un échec politique. C'est une question historique. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la politique intérieure de l'Estonie est déjà en train d'être remodelée par ce lent changement religieux, et que l'establishment est trop occupé à se féliciter pour que son adhésion à l'OTAN s'en aperçoive. Prenez par exemple les élections du Riijikogu de 2023, où le parti d'extrême droite Ekr, autrefois un mouvement nationaliste marginal, s'est soudainement retrouvé dans un gouvernement de coalition après avoir fait campagne sur un programme visant à protéger l'identité estonienne des influences étrangères. Leur rhétorique ne concernait plus uniquement les Russes. Ils ont commencé à parler de mosquées, de certification halal et de sociétés islamiques parallèles, d'une manière qui aurait été impensable il y a 10 ans. Et voici qu'ils n'avaient même pas besoin d'obtenir une majorité. Il leur suffisait de rendre le sujet suffisamment toxique pour que le parti réformiste de centre droit soit obligé de trianguler, en adoptant des versions plus douces des mêmes arguments pour éviter de perdre des électeurs. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique estonienne a passé les 30 dernières années à bâtir une image de république numérique, de success story nordique, de miracle post-soviétique. Mais cette marque repose sur une vision très spécifique de l'identité estonienne, une vision laïque, européenne et surtout non russe. Le problème est que l'islam ne s'intègre pas parfaitement dans ce récit. Ce n'est pas russe, mais ce n'est pas non plus européen, du moins pas au sens où Bruxelles ou Tallinn le définissent. Ainsi, le système politique est coincé dans une réaction en retour. Plus les musulmans s'intègrent, plus l'extrême droite militarise leur présence et plus les partis dominants s'efforcent de se distancier de tout ce qui sent le multiculturalisme. Voilà le malaise dans lequel la communauté musulmane d'Estonie est prise entre deux feux. D'un côté, il y a les imams financés par la Turquie et le Golfe qui prônent une version de l'islam profondément conservatrice, souvent politisée, dans certains cas, ouvertement hostile à l'État laïque. De l'autre côté, vous avez des politiciens estoniens qui voient chaque mosquée comme un cheval de Troie potentiel, chaque boucherie halal comme le signe d'une charia rampante. Et au milieu ? Une communauté qui essaie juste de vivre sa vie, mais qui est obligée de choisir entre l'assimilation et la résistance. Prenons le cas du centre islamique de Tallinn. En 2022, elle a sollicité un financement de l'État pour agrandir sa salle de prière, arguant que l'espace actuel était trop petit pour le nombre croissant de fidèles. La demande a été rejetée, non pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques. Le ministère de la Culture a évoqué des inquiétudes concernant la cohésion communautaire et des risques potentiels pour la sécurité. Qu'à cela ne tienne, le même ministère venait d'approuver une subvention de 2 millions d'euros pour la rénovation d'une église luthérienne à Tartu. Le message était que certaines religions sont plus égales que d'autres. Et puis il y a les médias. La presse estonienne est petite mais influente, et elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du récit autour de l'islam. Les deux plus grands quotidiens, Postimees et Õhtuleht, ont publié un flux constant d'articles sur la radicalisation islamique dans les pays baltes, citant souvent des sources anonymes de sécurité ou des incidents triés sur le volet en Europe occidentale. En 2023, Postimees a publié une enquête en 3 parties sur le financement étranger des mosquées estoniennes, complétée par une carte des
points chauds présumés extrémistes. Le problème ? La carte comprenait le centre islamique de Tallinn, qui n'a aucun historique d'extrémisme, et une épicerie halal à Lasnamäe qui essaie simplement de vendre des côtelettes d'agneau. Mais les faits n'ont pas d'importance lorsque l'histoire correspond au récit. Maintenant, vous pourriez l'être. C'est ainsi que fonctionne la politique. Chaque pays a ses guerres culturelles. Et vous auriez raison, à une précision près. Mais l'Estonie n'est pas n'importe quel pays. C'est un État de première ligne dans une nouvelle guerre froide, où chaque fissure intérieure est une vulnérabilité potentielle. Les Russes le comprennent. C'est pourquoi ils ont été si agressifs en courtisant la communauté musulmane d'Estonie, se présentant comme les défenseurs des « valeurs traditionnelles » contre un Occident décadent. En 2021, l'ambassade de Russie à Tallinn a organisé un dîner iftar pour le Ramadan, invitant les imams locaux et les dirigeants communautaires. L'événement était présenté comme un « échange culturel », mais le sous-texte était « nous vous voyons. Nous vous respectons ». Ce n'est pas le cas de l'Occident. Les Turcs jouent le même jeu, mais avec plus de subtilité. Le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, finance depuis des années l'éducation islamique en Estonie. En 2020, ils ont ouvert une école de langue turque à Tallinn, apparemment destinée à la diaspora turque, mais avec un programme comprenant un enseignement religieux obligatoire. Le directeur de l'école, un imam agréé par Diyanet, a des liens avec les loups gris, un groupe nationaliste turc d'extrême droite avec un passé de violence. Et pourtant, le gouvernement estonien n'a rien fait pour réglementer ni même surveiller ses activités. Pourquoi ? Parce que personne ne veut être accusé d'islamophobie. C'est ici que cela devient vraiment dangereux. Les services de sécurité estoniens sont pris dans une impasse. D'un côté, ils savent que la communauté musulmane est la cible des services de renseignement étrangers. D'un autre côté, ils ne peuvent pas sévir trop durement sans s'aliéner ceux-là même qu'ils tentent de protéger. Ils ont donc adopté une stratégie de négligence bénigne, ignorer le problème jusqu'à ce qu'il se transforme en crise. C'est la même approche qu'ils ont adoptée avec la désinformation russe dans les années 2000, et regardez comment cela s'est passé. Le pire des cas n'est pas difficile à imaginer. Dans quelques années, un musulman estonien de premier plan peut être un soldat, peut-être un fonctionnaire sera surpris en train de transmettre des informations classifiées à une puissance étrangère. Les médias passent à la vitesse supérieure. L'extrême droite réclame des expulsions massives. Le gouvernement ingère et impose des mesures de surveillance draconiennes. Et c'est ainsi que l'image soigneusement construite de l'Estonie en tant que démocratie libérale s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Mais voici que ça ne doit pas nécessairement se terminer ainsi. L'Estonie pourrait choisir de s'engager auprès de sa communauté musulmane au lieu de la traiter comme un problème à gérer. Il pourrait investir dans une éducation islamique compatible avec les valeurs estoniennes. Il pourrait travailler avec des imams modérés pour contrer les discours extrémistes. Elle pourrait même utiliser son expertise numérique pour créer un islam estonien local, enraciné dans l'histoire et les traditions du pays, plutôt que importé d'Ankara ou de Riyad. La question est de savoir si la classe politique estonienne aura le courage d'essayer. Car à l'heure actuelle, les seuls qui façonnent l'avenir de l'islam en Estonie sont ceux qui le considèrent comme une arme. Et c'est la recette du désastre. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la paralysie actuelle de l'Estonie n'est pas seulement due à l'islam, elle est également due à l'effondrement plus large de la pensée stratégique dans les États baltes. Les mêmes responsables qui se tordent les mains à propos des mosquées financées par la Turquie sont ceux qui ont passé la dernière décennie à applaudir la présence avancée renforcée de l'OTAN en Estonie, comme si le stationnement de quelques centaines de soldats britanniques et français à Tapa pouvait dissuader la Russie sans la provoquer. Ils se sont convaincus que la sécurité est une binaire, soit vous êtes une forteresse, soit vous êtes un paillasson. Il n'y a pas de juste milieu, pas de place pour la nuance, pas de place pour le type d'ingénierie culturelle à long terme qui pourrait réellement rendre l'Estonie résiliente face aux menaces hybrides. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. En 2017, le service de sécurité intérieure estonien a publié un rapport avertissant que des acteurs étrangers, principalement la Russie et la Turquie, recrutaient activement au sein des communautés musulmanes d'Estonie. Le rapport nomme le centre islamique de Tallinn, la mosquée de Narva et même la direction de la congrégation islamique estonienne.
Il décrivait comment les imams turcs utilisaient les sermons du vendredi pour promouvoir un récit de victimisation musulmane, comment les services secrets russes exploitaient les griefs économiques des Tatars d'Estonie, comment des organisations caritatives financées par le Golfe offraient des bourses d'études à Médine ou au Caire, sous certaines conditions. Et pourtant, lorsque le rapport a été divulgué à la presse, la réponse du gouvernement a été de prendre ses distances avec le capot. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Andrés Anvelt, a qualifié ces conclusions d'« exagérées », tandis que le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration fade sur la « liberté religieuse ». C'était une masterclass sur la lâcheté institutionnelle. L'élite politique estonienne a confié sa sécurité à l'OTAN et son identité à l'Union européenne, et elle fait désormais de même avec l'islam. Ils sont convaincus que s'ils ignorent le problème suffisamment longtemps, quelqu'un d'autre le résoudra à leur place. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les Turcs ne construisent pas de mosquées à Tallinn par bonté de cœur. Les Saoudiens ne financent pas les programmes d'études islamiques à l'université de Tartu parce qu'ils admirent la société numérique estonienne. Ce sont des investissements, et comme tous les investissements, ils attendent un retour. La question est de savoir si l'Estonie se réveillera avant l'échéance du projet de loi. Alors quelle est l'alternative ? Commençons par ce qui ne fonctionnera pas. Une surveillance accrue ne fonctionnera pas. L'Estonie dispose déjà d'un système de surveillance numérique parmi les plus intrusifs de l'UE, et pourtant ses services de sécurité ne peuvent toujours pas faire la différence entre un musulman fervent et un agent étranger. Interdire les financements étrangers ne fonctionnera pas non plus, la communauté musulmane d'Estonie est trop petite et trop pauvre pour subvenir à ses besoins sans aide extérieure, et couper cette bouée de sauvetage ne ferait que la conduire à la clandestinité. Et non, l'intégration, au sens où l'entend l'Europe occidentale, quelques iftars symboliques au palais présidentiel, quelques formations sur la diversité pour se sentir bien pour les policiers ne fonctionnera pas non plus. L'Estonie n'est ni la France ni l'Allemagne. Il n'a pas des siècles de bagages colonial à déballer, mais il n'a pas non plus le luxe de prétendre que l'islam n'est qu'une autre religion d'immigrés. Ici, l'islam est une réalité historique, un outil géopolitique et s'il est utilisé correctement un atout potentiel. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner, alors ? Premièrement, l'Estonie doit cesser de traiter sa communauté musulmane comme un monolithe. Les Tatars estoniens, les nouveaux convertis, les expatriés turcs, les réfugiés syriens, ce ne sont pas les mêmes personnes et ils n'ont pas les mêmes intérêts. Le gouvernement devrait s'engager auprès de chaque groupe séparément, en comprenant leurs besoins spécifiques et leurs vulnérabilités. Pour les Tatars, cela pourrait signifier des programmes de préservation de la langue et des échanges culturels avec le Tatarstan. Pour les convertis, cela pourrait signifier s'associer à des imams modérés pour dispenser une éducation théologique ancrée dans l'histoire de l'Estonie. Pour les réfugiés, cela peut signifier une formation professionnelle et un soutien en matière de santé mentale. L'essentiel est de donner à chaque groupe le sentiment qu'il a un intérêt dans l'avenir de l'Estonie, plutôt que d'avoir des griefs contre son passé. Deuxièmement, l'Estonie doit se réapproprier le discours autour de l'islam. À l'heure actuelle, les seuls qui parlent de l'islam en Estonie sont les Turcs, les Russes et l'extrême droite. Le gouvernement a entièrement cédé ce domaine. C'est une erreur. L'Estonie devrait financer les études islamiques à l'université de Tartu, non pas comme une initiative timide en faveur de la diversité, mais comme une discipline universitaire sérieuse. Il devrait soutenir les traductions du Coran en langue estonienne, et non celles financées par l'Arabie saoudite et accompagnées de notes de bas de page sur le djihad. Il devrait former des imams locaux, des gens qui comprennent l'histoire de l'Estonie, ses lois et ses valeurs. Et oui, il devrait surveiller les mosquées financées par des fonds étrangers, non pas pour les harceler, mais pour s'assurer qu'elles ne deviennent pas des terrains de recrutement pour les services de renseignement étrangers. Troisièmement, l'Estonie doit cesser d'externaliser sa sécurité. L'OTAN est une alliance militaire et non culturelle. Elle ne peut pas protéger l'Estonie de la désinformation russe, des opérations d'influence turque ou de l'extrémisme financé par l'Arabie saoudite. C'est le travail de l'Estonie. Et pourtant, les services de sécurité du pays restent coincés dans la mentalité de la guerre froide, traitant chaque menace comme une menace cinétique. Ils doivent commencer à réfléchir en termes de guerre de l'information, de résilience culturelle à long terme, et de ce que signifie réellement défendre une société, et pas seulement un territoire. Maintenant, j'entends déjà les objections.
Mais l'Estonie est un pays chrétien. Nous ne voulons pas devenir comme la Suède. Qu'en est-il de nos valeurs? Les valeurs de l'Estonie ne sont donc pas menacées par l'islam. Ils sont menacés de complaisance. Du refus de s'engager dans le monde tel qu'il est, plutôt que tel que nous souhaitons qu'il soit. De l'illusion selon laquelle l'Estonie peut rester un avant-poste occidental homogène et laïque au milieu d'une tempête géopolitique. La vérité est que l'Estonie a toujours été un carrefour. Pendant des siècles, c'était un champ de bataille entre Allemands, Suédois, Russes et Danois. Son peuple est luthérien, orthodoxe et païen. Ces villes ont été des centres commerciaux hanséatiques et des centres industriels soviétiques. L'idée que l'Estonie puisse, d'une manière ou d'une autre, rester à l'abri des courants de l'histoire est un fantasme. Et pourtant, il y a des raisons d'espérer. L'Estonie est un petit pays, mais c'est aussi un pays agile. Il a un fort sentiment d'identité nationale, mais il est aussi pragmatique. Il n'est pas alourdi par le genre de bagage idéologique qui paralyse les grandes nations. S'il existe un pays qui peut trouver comment faire en sorte que l'islam travaille pour lui plutôt que contre lui, c'est bien l'Estonie. Mais il faut commencer maintenant. Il doit cesser de prétendre que le problème va disparaître s'il se contente de l'ignorer. Elle doit cesser de sous-traiter sa sécurité à l'OTAN et son identité à Bruxelles. Il doit commencer à penser par lui-même. Parce que voilà, ça ne se répète pas, mais ça rime. Au XVIe siècle, l'Estonie était prise entre les Polonais catholiques et les Suédois protestants, chacun essayant d'imposer sa version du christianisme dans la région. Aujourd'hui, la situation est tiraillée entre les Turcs et les Russes, chacun essayant d'imposer sa version de l'islam. Les joueurs ont changé, mais le jeu est le même. La question est de savoir si l'Estonie sera un pion ou un joueur. Qu'elle laisse les autres façonner son avenir ou qu'elle façonne le sien. Je ne sais pas quelle sera la réponse. Mais je sais que le temps presse. Et plus l'Estonie attendra, plus il lui sera difficile de changer de cap.